Je vais donner la parole à Brigitte Lamarre, qui est donc administratrice de l'UNAF, qui va nous exposer un petit peu la parole de l'UNAF. Elle est représentante donc des personnes handicapées à l'UNAF, des personnes handicapées et de leurs familles, en charge des problématiques des aidants familiaux. Donc vous êtes membre du CIAF également, du collectif interassociatif des aidants familiaux. Vous avez été administratrice de l'APF pendant 5 ans et coordinatrice du groupe national des parents. Et aujourd'hui, vous allez nous parler du rôle et des questions plus sur le côté des aidants familiaux, en fait, et comment les aidants familiaux envisagent la question de l'exercice de la capacité des droits et des libertés des personnes. Et quel rôle ils ont et les questions que pose le statut d'aidant familial. Si statut il y a. Bonjour à tous. Oui, avant tout, l'UNAF et l'APF sont défenseurs de la reconnaissance du droit de la personne, quelle que soit la situation de handicap, de vulnérabilité ou d'altération des facultés. L'UNAF souhaite que la personne soit actrice des décisions qui la concernent. C'est ainsi que l'UNAF a rendu un avis sur différents projets de loi, protection juridique, vieillissement, santé, fin de vie, etc. Moi, je vais un peu vous donner, je vais partir de mon exemple, je suis désolée, mais en tant qu'aidante, je vais juste vous dire comment je suis arrivée à prendre en compte la parole de mon fils. Il y a environ 7 ans, 8 ans, mon fils, âgé maintenant de 34 ans, handicapé moteur avec troubles associés, m'a dit qu'il voulait sa maison. Ne plus habiter avec nous, ce qui semble logique pour une personne ordinaire, mais avec ses copains. J'ai donc pris en compte son choix de vie et me suis mise en quête d'un terrain d'abord, en fonction de l'endroit où il voulait habiter. Et j'ai commencé à faire toutes les démarches possibles et inimaginables afin que ce projet voie le jour. Négociation avec la mairie, avec le bailleur social, avec l'association qui doit prendre en compte, qui doit venir en intermédiaire entre les colocataires et le bailleur, parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas être colocataires tout simple, le bailleur social n'acceptant pas. L'appartement est maintenant en cours de construction. Il ne va pas sans dire qu'il va falloir beaucoup encore aplanir bien des difficultés afin de rendre ce logement, bien sûr, très adapté. Je sais pas, moi, par exemple, les difficultés, c'est les financements de l'appartement, c'est les interminables discussions auprès des pouvoirs publics pour qu'ils accordent quelques malheureuses heures de maîtresse de maison, entre guillemets, ou autrement appelé par l'UNAF la mise en place d'un système de gouvernance, de famille gouvernante, pardon. Tout cela pour vous dire qu'il faut, en tant qu'aidant ou en tant que famille, quand on veut prendre en compte la parole des personnes, c'est être extrêmement pugnace. Tout cela étant très lourd, très chronophage et très anxiogène. Pour moi, quand même, je suis partie du fait que la non-discrimination, l'égalité de traitement, l'accessibilité et l'inclusion devait me conduire à penser non pas comme je l'imaginais, mais comme il imaginait. J'ai dû sortir de mon rôle de mère qui aurait pu être surprotectrice en faisant un effort particulier de distanciation. Il est évident que tout cela signifie prendre des risques. J'en ai entendu parler tout à l'heure un petit peu de prendre des risques. C'est plus facile de ne pas en prendre. Ainsi, comment accompagner les personnes handicapées ou la personne handicapée ou nos enfants, puisque je parle aussi au nom de nos enfants parfois ou de nos conjoints, à prendre part aux décisions qui les concernent. Pour moi, c'est avant tout, comme je vous le disais, c'est la société inclusive, afin de permettre à chacun de participer à la vie de la société et d'exercer pleinement sa citoyenneté. Ce qui met la personne au centre, bien sûr, des décisions qui la concernent. La société est basée sur la compétitivité et l'individualisme, où l'individu, pour exister, doit être autonome. L'autonomie, voire l'indépendance personnelle, ne se résume pas à la capacité d'un individu à tout faire lui-même.
L'homme a la maîtrise de sa vie quand il a la possibilité de prendre des décisions et de les faire respecter par les autres. Comme je le disais précédemment, certaines personnes n'ont pas ou plus cette capacité à pouvoir jouir d'une certaine liberté de mouvement, d'action, de réflexion, ce qui m'amène à affirmer qu'il faut accompagner, lorsqu'il y a divergence d'opinion par exemple, la personne vulnérable, mais aussi ses proches, afin qu'elle puisse aller jusqu'au bout, que la personne puisse aller jusqu'au bout de ses souhaits, de ses attentes, voire de ses rêves. La gestion du « au cas où » entraîne souvent des comportements paternalistes fondés sur le postulat que la personne handicapée a du mal à prendre certaines décisions le concernant. Souvent, la peur de l'avenir, mais particulièrement celle de l'après-nous, pousse les familles à économiser pour lui laisser un peu de quoi vivre, ou plus exactement de quoi s'offrir un petit superflu qui apporte le bonheur. Mais est-ce que c'est la bonne solution ? J'en sais rien. Elles sont aussi parfois les familles surprotectrices. Certes, les personnes doivent beaucoup compter sur les familles ou des personnes proches pour les aider dans la vie de tous les jours, mais pour autant, l'aidant peut-il et doit-il décoder les besoins de la personne ? Est-il en capacité de les interpréter ? Doit-il être l'intermédiaire entre les professionnels, les institutions et la personne handicapée ou malade ou vulnérable ? Le fait de bien connaître le mode de vie de la personne est-il suffisant ? Moi, je vais répondre. Il me semble que oui. Elle apporte un plus quand même, puisqu'elle vit auprès d'elle ou elle le connaît quand même souvent parfaitement. Comment la personne peut-elle jouir des droits fondamentaux sur un pied d'égalité avec les autres ? Le soutien des familles, comme je le disais tout de suite, est souvent inestimable pour la personne handicapée, vulnérable. Pourtant, certaines situations nous prouvent que des familles limitent encore trop souvent le choix des personnes. Parfois par facilité, la charge de l'aide étant parfois trop importante, par crainte ou par ignorance. Ce questionnement et ces réflexions essentielles peuvent nous permettre, me semble-t-il, d'éviter une certaine maltraitance, en n'oubliant pas que la plupart des familles ne recherchent que la meilleure qualité de vie pour leurs proches. Enfin, la majorité des personnes, la majorité des familles recherchent cette qualité de vie. Pour autant, les aidants ont parfois des difficultés dans l'accompagnement de la personne aidée, surtout quand l'information délivrée concernant les alternatives et les conséquences d'un choix sont insuffisantes. Nous n'avons pas toujours les bonnes informations pertinentes. Des restrictions informelles à la capacité à prendre des décisions apparaissent, en particulier en relation avec les décisions sur le lieu de résidence et aussi sur l'activité quotidienne. Ne peut-on pas, dans certains cas de litige, renforcer le partenariat tripartite, personnes handicapées, familles et professionnels, pour que les décisions soient prises au plus proche du choix de la personne, et cela de façon durable ? Cette alliance pourrait peut-être permettre d'élaguer certaines interrogations accrues, telles que comment faire la part des choses face à une personne qui souffre de troubles, de dissociation, de délire ou d'hallucination. En ce qui concerne les jeunes sourds, par exemple, les parents choisissent le mode de communication qu'ils privilégient pour leur enfant. Quand les conditions sont requises, ils peuvent aussi choisir de faire implanter ou pas leur enfant. Cependant, quand l'enfant arrive à l'âge de l'adolescence, certains jeunes contestent le choix des familles. Quelle est la bonne façon de faire ? Qui a la réponse ? Qui a la bonne réponse ? Et alors, qu'en est-il lorsqu'il s'agit de personnes polyhandicapées en grande difficulté de communication ? Nous sommes souvent très démunis. Nous devons malgré tout rester extrêmement vigilants, nous, parents, nous, familles, afin d'éviter l'écueil dans lequel nous tombons trop souvent, famille aidante et inquiète, en raisonnant en tout ou rien. Il est donc indispensable de renforcer l'information et la formation des aidants afin de permettre à l'aidant de mieux connaître les droits des personnes et d'en être non seulement le garant, mais celui qui permettra la faisabilité de l'option prise par la personne.
ce qui éviterait de trop graves décisions arbitraires. Cette question nous interpelle particulièrement à l'INAF concernant la protection juridique des majeurs. Un tiers neutre pourrait apaiser la personne, les familles, les professionnels, afin de trouver des solutions consensuelles alternatives. Je fais partie du SIAF, comme M. Mien vous l'a dit. C'est un collectif interassociatif des aidants familiaux, dont fait partie l'UNAF et l'APF. Le SIAF revendique des droits pour les aidants auprès des pouvoirs publics, quelle que soit l'origine de la perte de l'autonomie, le handicap, la maladie ou l'âge de la personne aidée. Donc, personne âgée aussi. Le SIAF préconise que des moyens humains et techniques soient mis en place pour garantir aux aidants l'accès à une information claire, adaptée et répétée, et un développement de formations gratuites sur l'ensemble du territoire à destination de tous les aidants familiaux, ainsi qu'un soutien moral et psychologique. Le SIAF revendique également des réponses adéquates aux situations d'urgence concernant l'aidant ou l'aidé par la mise en place de relais identifiés. Tout ça pour vous dire que nous avons encore du travail à faire. Nous devons être aidés, nous les aidants, parce qu'en fait, quelque part, nous sommes proches de la personne vulnérable, handicapée, dépendante, etc., etc. Mais nous n'avons pas toutes les solutions. Et pour ne pas être complètement arbitraire, nous devons avoir des choix. Voilà, nous aussi. Merci. Et merci aussi de respecter ces 10 minutes qui sont pas très longues, mais qui permettent d'aller à l'essentiel également. Et d'avoir insisté sur le fait que l'accompagnement à la prise de décision des personnes faites par les aidants familiaux réclament également qu'ils puissent être accompagnés dans cette démarche-là, en termes de formation, d'information, pour qu'ils puissent exercer réellement le respect des droits des personnes. Et là encore, il y a des propositions peut-être à réfléchir sur cet accompagnement.